Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le gouvernement prend acte des conclusions du dialogue politique sur le code électoral, des recommandations faites par les participants. Le Premier ministre a échangé ce lundi avec les partis politiques, les organisations de la société civile. Amadou Gon Coulibaly salue l'engagement de toutes les parties pour des élections apaisées. Après la phase pilote, place à la généralisation, l'opération d'acquisition de la nouvelle carte nationale d'identité lancée ce lundi matin. Plus de 11 millions d'Ivoiriens sont concernés par ce processus d'enrôlement. Il va aboutir à la mise en place du registre national des personnes physiques, un document qui contient toutes les données sur chaque citoyen. Et puis ouverture à Yamoussoukro du premier forum du Sénat, une rencontre sur les enjeux de la décentralisation. Elle va permettre d'évoquer les solutions afin de réduire les disparités. Le gouvernement ivoirien entend ouvrir de grands pôles de développement. Un dialogue politique s'est tenu cet après-midi à la primature. Le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile ont participé à la rencontre. Des avancées ont été enregistrées, des recommandations également faites. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se réjouit des résultats. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Ce lundi à la primature, presse nationale et internationale se bousculent pour la finale du dialogue politique sur le code électoral, ouvert le 6 janvier dernier. Au terme de plusieurs rencontres en comité restreint de haut niveau et plénière, partis politiques et organisations de la société civile se retrouvent face au chef du gouvernement qui salue l'implication de tous. Cette participation effective et active de tous les acteurs de la vie politique et de la société civile augure donc de lendemain meilleur pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous avons pu noter donc la volonté de tous d'aller à des élections apaisées. Avec les points d'accord, des divergences, mais aussi des recommandations que le chef du gouvernement entend porter au chef de l'État. Nous avons pu noter des points de convergence, des points d'accord, des points de convergence possibles, des désaccords et des recommandations. Je voudrais me réjouir que, notamment parmi les points d'accord et de convergence possibles, il y ait la question du relèvement du cautionnement, dans une fourchette qui a été discutée. Il y ait la question du parrainage qui a été discuté et admis par tous. Qu'il y ait la question de la baisse du taux en ce qui concerne le remboursement des suffrages à avoir pour le remboursement de la caution. Nous rendons compte au président de la République et au chef de l'État, et le gouvernement, conformément aux dispositions en vigueur, avisera sur l'ensemble de ces points. On prit part à cette rencontre au nom de l'opposition, le PDCI-RDA, la plateforme EDS, le FPI. Rappelons que c'est le 6 janvier dernier que, sur instruction du chef de l'État, le dialogue politique sur le code électoral avait ouvert ses portes. Et pour prendre part à ces consultations électorales, il faut sa carte nationale d'identité. Et je vous disais en début de journal, l'opération d'enrôlement pour l'établissement des CNI a démarré ce lundi. La phase pilote prend ainsi fin. 11 millions d'Ivoiriens sont concernés. 7700 agents seront recrutés et formés. Cela va permettre de faciliter l'accès aux services. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du registre national des personnes physiques. Walter Amadou Ouattara. Le registre national des personnes physiques, RNPP, est une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Le RNPP se veut un instrument de gestion sécuritaire, administrative, économique et sociale. Pour l'effectivité du RNPP, l'État envisage l'enrôlement d'au moins 11 millions d'Ivoiriens sur une période relativement courte. Après une phase pilote, avec 43 centres qui ont permis d'enregistrer plus de 30 000 pétitionnaires, l'opération à l'échelle nationale de l'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales d'identité par l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI est lancée ce lundi. Pour nouvelle demande, certificat de nationalité,
extrait de naissance et le timbre acheté en ligne sur www.rnpp.ci. En ce qui concerne les renouvellements, se diriger vers le centre d'enrôlement le plus proche avec leur ancienne carte nationale d'identité. Et également le timbre acheté en ligne sur www.rnpp.ci. Et ce sera suffisant pour procéder au renouvellement de la carte d'identité. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, soutenu par plusieurs membres du gouvernement, est revenu sur l'importance de l'opération d'enrôlement et les innovations. Elle concerne 3 catégories de personnes. Les Ivoiriens détenteurs des anciennes cartes nationales d'identité venant à expiration. Les Ivoiriens majeurs qui, pour une raison ou une autre, n'ont pu se faire établir l'ancienne carte nationale d'identité. Les Ivoiriens nouveaux majeurs, c'est-à-dire âgés d'au moins 18 ans et ceux ayant au moins 16 ans, mais elle concerne aussi les enfants d'au moins 5 ans qui désormais en Côte d'Ivoire pourront, si leurs parents le souhaitent, obtenir également une carte nationale d'identité. Les leaders communautaires promettent de s'impliquer dans la sensibilisation des populations. Cette implication va s'agir de réunir nos populations, leur parler de ce que nous avons entendu, compris, et nous allons véhiculer cela même dans les campements. Les paiements des timbres se font uniquement en ligne sur les 3 rnpp.ci au prix de 5 000 francs CFA. Pour toute information, consultez le site internet www.onesi.ci. Le Premier ministre revient de la région du Boclé. Amadou Gon Coulibaly était en visite de travail de 72 heures. Il a posé des actions de développement, électrification de plusieurs localités, eau potable et bitume. Un coup d'accélérateur donné à la région. Alexis Ouedraogo revient sur cette tournée du chef du gouvernement à la rencontre des populations. Le Boclé se réveille ce matin, sourire aux lèvres. Au lendemain de la visite du chef du gouvernement dans la région, les actes parlent. Il y a d'abord l'électricité. La région a connu 4 grands actes qui viennent améliorer la couverture en matière d'électricité. À Fresco, nous avons lancé les travaux d'extension qui permettront justement à plusieurs ménages d'avoir accès à l'énergie à domicile. Nous avons aussi procédé à la mise sous tension effective d'une localité, celle de Zakareko, qui permettra à 6 000 personnes d'avoir accès à l'énergie. À Sassandra, nous sommes allés dans le village de Badjeboué pour justement mettre sous tension une localité qui n'avait jamais eu l'énergie en plus de 60 ans. En des chiffres plus clairs, en 2020, le taux de couverture pour l'électrification de la ville de Sassandra passera de 19,23% à 87,50%, soit 91 localités sur 104 électrifiées. La ville de Fresco, elle, atteindra les 100% d'électrification. Il y a aussi le bitumage des voies pour les départements de Fresco et Sassandra qui reçoivent 5 km supplémentaires de bitume. Et mieux, l'épineux problème de la côtière désormais sous contrôle. Dans le cadre du programme du gouvernement, la côtière va être transformée en autoroute. La sortie d'Abidjan, on a un projet d'Abidjan jusqu'à Songon. Les marchés sont en train d'être passés, donc c'est un financement de la BAD. Vous avez donc de Songon, Dabou, Grand Laou, c'est un financement chinois, le contrat a été passé et les études sont en train d'être terminées entre Grand Laou, Fresco, Sassandra et San Pedro pour l'étude. Autre temps fort, l'inauguration du marché et du débarcadère de la ville. Et ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Nous sommes très heureux d'avoir eu ce débarcadère. Ça va nous permettre de mieux vendre et de mieux pouvoir installer nos marchandises. Ces inaugurations devraient surtout, dans la vision du chef du gouvernement, contribuer à leur autonomisation. Le débarcadère et le marché central sont des investissements structurants qui vont permettre donc à toutes ces populations qui vivent de la pêche et à toutes ces femmes qui sont au marché de pouvoir avoir des revenus dans les meilleures conditions. Les jeunes aussi ont eu leur part de bonheur. 2500 d'entre eux issus de la région bénéficient d'une enveloppe globale de 921 millions pour soutenir leurs projets. Et bien sûr, l'eau, source de vie, a jailli dans les localités les plus reculées avec l'ouverture de vannes du château d'eau d'Aroca.
À fin juin 2020, les pompes en milieu rural devraient être fonctionnelles, avec dans le milieu semi-urbain un système d'hydraulique villageoise amélioré. Il y a eu au cours de cette visite de travail des moments privilégiés de cœur à cœur avec les élus et cadres, chefs traditionnels, femmes et jeunes des 2 départements qui ont pris la résolution de s'engager pour le développement. Dans le Bouaklé ce dimanche, il y avait un goût d'espoir dans les rues. Je vous emmène dans le centre du pays, les enjeux de la décentralisation au cœur d'une rencontre à Yamoussoukro. Il s'est ouvert ce lundi le premier forum du Sénat. Les participants ont abordé les contributions des collectivités territoriales au développement. Le gouvernement entend poursuivre ces initiatives et doter le pays de grands pôles régionaux de développement. Mahama Traoré. Le Sénat n'a pas seulement vocation à faire fonctionner la navette parlementaire. L'institution se doit aussi d'assurer la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, comme le stipule l'article 87 de la Constitution du 8 novembre 2016. Fort de cette mission, la deuxième chambre du Parlement entend jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation. Pour assurer la prise en compte des intérêts des collectivités territoriales, nous devons faire preuve d'une grande vigilance constitutionnelle et législative. Elle permettra de placer les collectivités territoriales au centre de la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la sécurité alimentaire et l'agriculture durable, la santé, le bien-être, les infrastructures, l'innovation et les partenariats. La bonne compréhension de cette mission nouvelle est inédite pour un pays qui expérimente le bicamérisme. Cela nécessite donc une réflexion profonde impliquant l'ensemble des acteurs concernés. Voilà qui justifie cette première édition du Forum du Sénat, forum qui réunit l'ensemble des élus locaux, des autorités préfectorales et administratives autour du thème « La représentation des collectivités territoriales face aux défis de la décentralisation ». Invité spécial de ce premier forum, le président du Sénat de la République française loue les atouts de la décentralisation. Partout où les collectivités locales sont fortes, l'autorité de l'État dans son ensemble progresse. La radicalité s'étiole, le développement se fait plus inclusif. On ne combat pas l'exode rural en interdisant l'accès des villes, mais en aidant les jeunes et les adultes à avoir sur place un égal accès à la dignité, au bien-être, à un habitat décent, à l'éducation, à la culture, à la santé. Ces mots, ce sont les mots du président Houphouët-Boigny. Ils n'ont perdu aucun des éléments qui marquent leur portée pour hier comme pour aujourd'hui. Malgré les efforts accomplis ces 30 dernières années, le gouvernement ivoirien dit être conscient de nombreux défis à relever. La dynamique nouvelle de décentralisation vise à lutter contre la pauvreté au niveau local, à travers le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et le rapprochement entre les pouvoirs de décision et les communautés de base. Le gouvernement ivoirien entend poursuivre ses efforts dans ce sens, afin de garantir le bien-être des populations. Il s'agit de faire des régions des grands pôles de production et de croissance au service de tout le pays, car il n'y a pas de grand pays sans grande région. D'un main de son homologue français, Jeannot Ahoussou-Kouadio a reçu pour le compte des archives du Sénat une copie de l'exemplaire original de la Constitution de la Ve République française, portant une signature du président Félix Houphouët-Boigny, alors ministre d'État dans le gouvernement français. Ce premier forum du Sénat sera marqué par plusieurs panels. Il referme ses portes ce mardi. Ici à Abidjan, la Chambre basse du Parlement est aussi au travail. Le président de l'Assemblée nationale a reçu la Cour de justice de la CEDEAO. Amadou Soumaoro et ses juges ont échangé sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. La Cour entend œuvrer à une meilleure protection des droits de l'homme dans l'espace communautaire, nous rapporte Moussa Konaté. Créée en 1991, la Cour de justice de la CEDEAO a pour mission la protection des droits de l'homme dans l'espace ouest-africain. Reçu par le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, les échanges ont porté sur le fonctionnement de l'institution judiciaire communautaire. Donc le but, c'est de rencontrer tous les acteurs pour qu'ils puissent bénéficier
donc de l'existence de la Cour. Et cette mission a pour but de rencontrer les avocats, la société civile, tous les juristes, afin de faire connaître la Cour et d'en faire connaître tous les aspects pour pouvoir la saisir. Vous savez que les populations, les chefs d'État ont mis beaucoup d'argent pour mettre la Cour en place. Donc il est question pour la Cour de justice de se faire connaître, de venir vers les populations afin qu'elles connaissent leurs droits et qu'elles puissent saisir la Cour en matière de protection des droits de l'homme. Concernant la Côte d'Ivoire, la Cour de justice de la CEDEAO a connu 13 affaires, dont 7 traitées, 5 en attente et 1 rejetée. On s'intéresse à une autre institution régionale, les médiateurs de l'UMOA réunis à Abidjan. Ils réfléchissent à l'informatisation de la gestion des réclamations des institutions de la médiation dans la sous-région. La rencontre d'Abidjan va évaluer la question et donner les nouvelles mesures de fonctionnement. Lydie Sadia, Abou Sanogo. Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, veulent améliorer le système de traitement des réclamations de leurs institutions respectives. Des experts en charge de la gestion de ces données, issus des pays membres, dont la Côte d'Ivoire, examinent des recommandations sur les nouveaux défis qui s'imposent aux institutions de médiation. La rencontre d'Abidjan vise à évaluer l'état d'avancement de ces mesures en vue d'une gestion efficace des réclamations. L'AMP-UMOA a vite compris le rôle majeur et essentiel que peut et doit jouer l'informatisation des systèmes de traitement des réclamations, parce que nous devons nous situer dans le sens de l'histoire, dans le sens d'une modernisation contrôlée et des techniques. La numérisation du système de traitement des réclamations des institutions de médiation vient résoudre les tracasseries administratives. En Côte d'Ivoire, nous avons l'ambition, en tout cas, de régler les problèmes de fond. Et pour ce faire, il faut la célérité de l'informatique. Cette rencontre est une initiative de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, AMP-UEMOA. Plusieurs résultats sont attendus à l'issue de ces 3 jours de travaux. Dans le domaine de l'agriculture, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole célèbre ses lauréats 2019. Ils sont au total 6 récompensés pour l'innovation agricole durable. Ils ont reçu plus de 7 millions de francs CFA. C'était en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Adjoumani. La Côte d'Ivoire présente ses opportunités dans le domaine des mines. Le pays a pris part à la 26e édition du salon Investir dans l'industrie minière. C'était à Cape Town, en Afrique du Sud. Les participants ont parlé de la croissance et l'investissement dans ce secteur. Nadia Eyam, Cheikh Koné. Le forum Investir dans l'industrie minière africaine, en abrégé NDABA, est un rendez-vous incontournable dans le secteur minier mondial. Sa 26e édition, tenue comme à l'accoutumée en Afrique du Sud, a réuni durant 5 jours 7000 participants, dont 320 exposants. Présente à ce rendez-vous, la Côte d'Ivoire a exposé sur son secteur minier, considéré comme le plus riche en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a un potentiel minier significatif puisqu'il abrite 35% des formations birimiennes de l'Afrique de l'Ouest qui sont réputées riches en minéralisation diverses, dont l'or particulièrement. En outre, le pays dispose de vastes portions de territoire qui sont encore sous-explorées ou non explorées du tout, puisque l'exploration dans notre pays s'est arrêtée, je le dis souvent, depuis une trentaine d'années. Pour développer le secteur, plusieurs efforts ont été consentis par le gouvernement. Il s'agit entre autres de la création de la brigade de répression des infractions au code minier et la mise en place de chantiers-écoles pour la formation minière artisanale et semi-industrielle. Le secteur minier ivoirien compte à ce jour plus de 13 000 emplois directs et environ 40 000 emplois indirects. Sa contribution au produit intérieur brut devrait atteindre les 4% au cours de cette année, selon le ministère de tutelle. Vers une économie formelle des entreprises, la stratégie nationale intégrée de transition restituée au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, c'est une approche qui vise à renforcer la productivité et améliorer les conditions d'emploi des travailleurs, ce qu'a salué d'ailleurs le Bureau international du travail. Des détails avec Jean-Marc Diadji. Le document de stratégie nationale de transition vers l'économie formelle est restitué aux partenaires sociaux.
Son objectif, améliorer les conditions d'emploi des travailleurs et renforcer la productivité en migrant vers une économie formelle. La stratégie résulte des actions du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en partenariat avec le Bureau international du travail, BIT. C'est dans l'économie informelle que les déficits de travail décent sont les plus prononcés. Le déni des droits au travail, l'insuffisance des possibilités d'emploi de qualité, la protection sociale inadéquate et l'absence de dialogue social. La vision du gouvernement ivoirien est totalement en phase avec celle de l'OIT et en particulier de ses mandants africains qui placent la question de l'économie informelle au cœur des priorités de l'agenda du travail décent en Afrique. Le taux d'emploi informel en Côte d'Ivoire est de 93,6% selon le rapport 2016 de l'enquête nationale sur la situation de l'emploi et le secteur informel. La migration vers une économie formelle est une priorité pour le gouvernement. Le gouvernement ivoirien, qui porte au cœur des priorités de l'action gouvernementale la question de l'emploi et de la promotion du travail décent, entend tout mettre en œuvre pour aboutir à plus d'emplois formels et de qualité dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, dont la question de la transition vers l'économie formelle est un des aspects importants. La restitution de la stratégie nationale de transition vers l'économie formelle s'inscrit dans le cadre de l'adoption de la recommandation 204 de l'Organisation internationale du travail, OIT, par le gouvernement. Dans l'actualité politique, à Cocody, le RHDP remobilise ses militants. La coordination de la commune initie un séminaire. Ils veulent trouver des solutions pour rendre le parti des oufouettistes plus dynamique, des rencontres pour adopter des stratégies en vue de mieux aborder les échéances à venir. Moussa Konaté. Quelle est la situation du RHDP de Cocody? Quels sont les problèmes du RHDP de Cocody? Des interrogations de Célestin Kouala face aux responsables de section et comité de base du RHDP de la commune de Cocody. À ce séminaire, la coordination du RHDP de Cocody est à la recherche de solutions pour la redynamisation du parti. L'objectif de ce séminaire, c'est donc de leur expliquer, de les former sur le processus électoral, de prendre également leurs déshydratants, parce que des militants mécontents, ça ne sert pas également à grand-chose. Donc il faut les écouter, il faut prendre leur avis, il faut leur demander ce qu'ils attendent aussi, parce qu'en même temps que nous on attend qu'ils sortent massivement, ils ont naturellement des attentes aussi. Ce séminaire va être l'occasion de prendre leurs attentes également et j'allais dire d'aller en rang serré dans les 10 mois qui viennent vers l'élection présidentielle et de gagner au premier tour, comme le président du parti nous l'a instruit. Le renforcement et l'implantation des structures du RHDP, stratégie pour une victoire du RHDP en 2020, sont entre autres thèmes abordés au cours des échanges. Un mot de religion dans ce journal. Le village de Daboré, c'est dans le département de Divo, a une nouvelle mosquée d'une capacité de plus de 200 places. L'édifice vient d'être inauguré. L'imam principal également intronisé. Konepa Gassoro. L'imam Issa Ouattara de Daboré, village situé à environ 6 km de Divo, dans la région du Lodjibois, n'officiera plus de prière dans cette mosquée tombée en ruine et construite depuis plus de 50 ans. Un nouvel édifice religieux d'une superficie de 15 mètres sur 10 et d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA, construit pour le bonheur de la communauté musulmane de ce village. Aujourd'hui sera un jour historique pour les musulmans de Daboré et en général pour tous les musulmans du monde entier. Un jour qui restera gravé dans la mémoire de la communauté de Daboré. C'est une bonne initiative parce que les musulmans de Daboré en avaient besoin. Notre mosquée était déjà en perte. La construction de la nouvelle mosquée de Daboré, d'une capacité de plus de 200 places, une initiative de Dr Famoussa Koulibaly, député de Divo, fils de la région. Nous étions venus dans le cadre de l'autonomisation des femmes et le chef du village de confession chrétienne m'a approché pour me dire que les parents musulmans étaient nombreux et n'avaient pas de lieu de culte. Et donc depuis 2018, nous avons commencé avec l'aide de certains amis et frères à construire cet édifice à la gloire de Dieu. Donc cette œuvre, c'est glorifier le nom de Dieu, c'est une œuvre de cohésion sociale, c'est une œuvre de raffermissement de foi entre toutes les confessions religieuses dans ce village. Parce qu'en réalité, les religions ne doivent pas être des facteurs de division,
mais surtout du facteur de paix. L'inauguration de la mosquée s'est faite en présence des responsables du COSIM, des autorités administratives et traditionnelles, des fidèles et guides des autres confessions religieuses et des populations des Daboré. Je suis venu pour me rendre compte de ce qu'il y a encore des hommes généreux sur la terre qui peuvent faire en sorte que Dieu soit connu et aimé. Daboré, c'est le chrétien qui domine. Mais puisque nos frères musulmans qui sont parmi nous, c'est pourquoi on les a permis de bâtir leur édifice ici. Pour qu'ensemble, on puisse faire appel à Dieu, pour qu'il y ait la force, la paix, la cohésion et la vie pour chacun de nous. Elle a aussi bénéficié du soutien des élus et cadres de la région, mais aussi du soutien du conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales. À cette occasion, l'imam Issa Ouattara a été intronisé. Il a reçu ses attributs d'imama des mains des représentants du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Boakari Fofana. Au cours de cette cérémonie, une conférence sur le thème « La mosquée, une maison de foi et de cohésion » a été développée. C'est par la pose de la première pierre des latrines de l'école primaire de Daboré et la remise de 10 tonnes de ciment que la double cérémonie d'inauguration et d'intronisation de l'imam principal de Daboré a pris fin. Élection sans bonbons, c'est-à-dire sans violence, voilà le message de Tiken Jah Fakoly. La star du reggae entame une tournée pour inviter à la paix et à la cohésion sociale. L'artiste a donné son premier concert à Yopougon, vous allez le voir. Il a ouvert sa riche discographie au grand bonheur des mélomanes. Les temps forts avec Issa Tionayo. 2h15 du matin, la voiture de Tiken Jah Fakoly a du mal à se frayer un chemin à la place Figayo de Yopougon. Nous sommes à la fin d'un spectacle de plus de 2 heures donné par l'auteur de Magicratie. Pour ce concert de démarrage de la tournée nationale, Élection sans bonbons, le natif de Béléban et Graine, des anciens et nouveaux titres de son répertoire. Communion parfaite entre le public et son idole, matérialisée par la reprise en chœur de certaines chansons. Je suis ici ce soir pour accompagner la population de Yopougon au moment où cette population reçoit ce très grand cadeau de l'artiste engagé Tiken Jah Fakoly. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver dans un public comme ça de jeunes, un public qui reflète réellement la jeunesse ivoirienne, en train de communier au son de la musique sur reggae avec un monsieur comme Tiken Jah Fakoly. Moment idéal pour Tiken Jah, artiste engagé de passer des messages de paix, de cohésion et d'éveil des consciences. Battons-nous pour la Côte d'Ivoire, battons-nous pour nos leaders, soyons des militants, mais ne cassons pas ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Le monde entier nous regarde. Nous devons aujourd'hui conseiller des pays qui sont en train de se mettre en danger. C'est dans l'unité qu'on va gagner tous les combats. C'est ensemble qu'on va gagner tous les combats. C'est ensemble que la Côte d'Ivoire gagnera tous les combats. Et c'est ensemble que l'Afrique gagnera tous les combats. Rastafari. Après Yopougon, Gagnoua, Sampedou, Daloa, Diokwe et Man sont les prochaines étapes de la tournée nationale Élection sans bonbons. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, une vingtaine de civils tués dans la nuit de samedi à dimanche. C'était dans une attaque djihadiste à Lamdamol, un village du nord du pays. Selon des sources, c'est la panique dans le village et les localités environnantes. Les populations fuient vers le centre-nord.
Et puis le coronavirus toujours aussi meurtrier, 1770 morts et plus de 70 500 personnes infectées. C'est le dernier bilan officiel, principalement dans la province du IBI, épicentre de l'épidémie. 96% des morts se trouvent dans cette région où des mesures de restriction drastiques sont en place. Désormais, seuls les véhicules de police et ambulances peuvent circuler sur les routes de la province ainsi que ceux transportant des biens jugés comme essentiels. Dans le même temps, 200 000 communautés rurales vont renforcer leurs conditions d'isolement. 24 millions de personnes concernées par ces mesures ne pourront plus sortir de chez elles, sauf nécessité absolue. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Bonsoir.